La question du jour que vous rappelle la date du 4 août 1983. Une question apparemment banale, mais beaucoup moins quand on écoute les réponses dans les rues de la capitale. C'était le premier jour. C'est le premier jour de notre composition à l'examen du bac. Le 4 août. L'indépendance de notre pays. Et puis, bon, ce qui me rappelle encore plus dans le mois d'août, c'est surtout l'avènement de la révolution, bon, qui a fait beaucoup un changement pour le pays. Le 4 août 1983, et des sous-officiers ont pris les responsabilités et opéré un coup d'État au commandant Jean-Baptiste Ouedraogo. Proclamation de l'indépendance, autosouveraineté de notre pays. En 1983, je pense que c'est le moment crucial donc, au Burkina Faso. Et on a vu les bonnes choses de la révolution. Je pense que c'est en 1983 que la genèse du développement a commencé au Burkina Faso. Et l'étudiant Antoine Ilboudo a bien raison. Le 4 août 1983 s'est ouverte une nouvelle page de l'histoire politique du Burkina. L'aboutissement de la lutte entre plusieurs courants politiques. Des luttes qui ont franchi un cap le 17 mai 1983, date à laquelle Thomas Sankara, alors Premier ministre sous le Conseil pour le salut du peuple, CSP2 de Jean-Baptiste Ouedraogo, est arrêté, soupçonné de comploter avec la Libye dans le but de renverser le régime. Puis il est placé en résidence surveillée le 30 mai 1983. Pendant ce temps, des manifestations de rue sont organisées par les groupes révolutionnaires clandestins. Blaise Compaoré réussit à passer à travers les mailles du filet et rejoindre sa base à Pau. Le 4 août 1983, le capitaine Blaise Compaoré et des centaines d'hommes marchent sur Ouagadougou avec l'aide d'autres militaires et de civils sur place. La journée du 4 août 1983, pourtant commencée comme une journée ordinaire, connaît des rebondissements qui ont conduit à une négociation entre les groupes marxistes clandestins et le pouvoir en place. Une négociation à l'issue de laquelle Jean-Baptiste Ouedraogo proposait de se démettre de ses fonctions afin de faciliter la constitution d'un gouvernement de transition qui ferait l'unanimité. Pendant que tous se quittèrent vers 20h30, en prenant rendez-vous pour minuit, Blaise et ses hommes étaient déjà en place dans les endroits stratégiques. La capitale est plongée dans l'obscurité par une panne provoquée par des partisans de la révolution. Les premiers coups de feu éclatèrent vers 21h. Peu avant 22h, Thomas Sankara et Gilbert Diendéré arrivaient à la radio. Sankara s'adresse alors au pays dans un discours où il annonce la création du CNR, le Conseil national de la Révolution, et précise les raisons du coup d'État. Rendre à notre pays son indépendance et sa liberté et à notre peuple sa dignité. Notre objectif, poursuit-il, c'est la défense des intérêts du peuple voltaïque, la réalisation de ses profondes aspirations à la liberté, à l'indépendance véritable et au progrès économique et social. Le 4 août 1983 marquait donc le début de 4 années de révolution, 4 années de bouleversements sociopolitiques et économiques qui ont pris fin avec l'assassinat du capitaine président. Ce qui s'est passé le 4 août 1984 est loin d'être un simple coup d'État militaire. C'est l'aboutissement d'un processus intellectuel amorcé depuis les amphithéâtres voltaïques et français par des jeunes voltaïques déterminés à changer le cours de l'histoire de leur pays. C'est la conviction d'un des acteurs principaux de cette période de la vie politique burkinabé. Le professeur Basile Guissou, l'une des têtes pensantes de la révolution, refuse qu'on lui parle de coup d'État purement militaire. C'est bien une révolution. Et les circonstances politiques de l'époque, marquées par une dégradation du climat politique et une désillusion des indépendances, ont favorisé leur action. Je dis souvent que le noyau qui a fait le CNR, le Conseil national de la Révolution, on était 10. 3 du PAI, c'est Adama Touré, Philippe Ouedraogo, Souman Touré. 3 de l'ULC, c'est Sommet Dieudonné Valère, Talata Eugène Dondassé et Basile Guissou, moi-même.
Maintenant, pour les militaires, il y avait les 4. C'est Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Lengani et Henri Zongo. C'est les 10 qui ont composé le premier gouvernement. Donc, ce n'est pas juste de croire que c'est des militaires qui ont fait un coup d'État. C'était un coup d'État. Le coup d'État n'est rien d'autre que le renversement d'un régime par un autre, par la violence, c'est tout. Voilà. Mais nous disons, c'était un coup d'État révolutionnaire. N'en déplaise à nos détracteurs, il y avait un problème de fond qui était posé. Le pays avait besoin d'un changement profond. Que nous, en 1978, nous avons défini comme étant une révolution démocratique et populaire, à contenu économique bourgeois. Nous, on a étudié, on ne raconte pas des histoires. Quand vous lisez nos documents, vous savez que ça c'est des personnes qui ont pris la peine de faire des enquêtes, de réfléchir, de voir ce qui s'est passé ailleurs pour faire une proposition politique. Donc les histoires qui consistent à dire que bon, on était des rêveurs, des idéalistes, tantôt des dictateurs, tantôt des antidémocrates, etc. Là, franchement, je m'en démarque. Camarades, l'impérialisme. Aussitôt installé, le Comité national de la Révolution trace les sillons de son programme avec le discours d'orientation politique DOP prononcé par son président, le capitaine Thomas Sankara, le 2 octobre 1984. Ce discours, qui deviendra la Bible de la Révolution, est clair. Ce régime est venu pour tout changer et rien ne pouvait l'arrêter. Voilà la direction dans laquelle nous voulons aller. Et celui qui va se mettre au travers de nous, il va nous sentir. C'était ça. Le fond, c'est ça. Et la ligne, c'était quoi, grosso modo? C'est la ligne révolutionnaire. On a analysé nos sociétés là. Il y a ceux qui sont pour la révolution, qui peuvent faire la révolution, qu'on appelle à faire la révolution. Et il y a ceux qui vont combattre la révolution. Et eux, c'est sans quartier, c'est à la guerre comme à la guerre. La révolution devait marquer une rupture avec ce qui s'est passé avant, pour montrer qu'on n'est pas là pour parlementer, pour pinailler, pour faire le malin, circuler avec des sirènes, avec des belles voitures, etc. Ce n'était pas ça notre problème. On voulait arrêter la mendicité dans notre pays vis-à-vis de l'extérieur, la conviction dans la tête de nos populations que nous sommes pauvres, nous sommes condamnés, nous ne pouvons rien, nous sommes le dernier pays, il n'y a pas de richesse du sol, il n'y a pas de richesse du sous-sol. On voulait mettre fin à ça. C'était un mythe. Avec le recul et au regard de l'histoire politique du Burkina Faso, le professeur Guistou estime que lui et ses camarades ont fait ce qu'il fallait pour leur pays. Le Burkina Faso ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui sans cette période brève mais tumultueuse de l'histoire du pays. Il n'y aurait pas eu une insurrection populaire et il n'y aurait pas eu une démocratie de cette qualité-là au Burkina. Donc, les changements-là découlent de la rupture qu'il y a eu en 83, parce que c'était une rupture même de génération. C'est une génération politique qui était remerciée et une autre qui arrivait. Aujourd'hui, le discours d'orientation politique de la révolution est certes entré dans les archives, mais il a durablement transformé le Burkina Faso. Ses artisans en sont conscients. Ils pensent avoir fait leur part du boulot. Il appartient à la nouvelle génération de remplir sa part du contrat en tenant compte bien sûr de l'histoire. Cité du 4 août de Gawa, des bâtiments de l'époque révolutionnaire, toujours habités par des populations. Construites entre 1984 et 1985, ces maisons ont été érigées sous la houlette du capitaine Thomas Sankara pour héberger les fonctionnaires travaillant à l'époque à Gawa. C'était difficile à un fonctionnaire de trouver une maison pour loger à Gawa. Et le cri d'alarme a été entendu par le président Thomas Sankara, qui voyait qu'il fallait doter d'abord des villes moyennes de l'habitat pour les fonctionnaires qui allaient être affectés ici. Et c'est ainsi que dans les 10 villes moyennes du Burkina Faso, il a décidé de faire 20 villas par ville. Mais Gawa en a eu 60. Hommes, femmes, jeunes, vieux, tous se sont donc mis à la tâche. Et c'est avec fierté et détermination que chacun apportait sa pierre à la construction de cette cité. Vous voyez, quand on vient le matin seulement, le ciment est là. C'était bien organisé. C'est pas comme si maintenant on vient donner 10 sacs, on va prendre 3 sacs et puis faire le travail, bouffer les 7 sacs là. Non, c'est pas ça. Quand on vient, le ciment est là, le sable est là, le banco là est là. Vous voyez, les briques là c'était en parpaing. Quand vous mettez dans la moule seulement là, vous pressez ça
vous enlevez immédiatement. Vous pouvez le prendre, poser. Le lendemain seulement, vous construisez avec ça. Et on était content de le faire. Cadeau, je vous dis, mais nous, on était contents de le faire. Ça chantait, ça riait, ça dansait et on construisait. La main-d'œuvre venait de partout de la région. Yul Bruno était à l'époque fonctionnaire à Bati. Chaque localité avait un certain nombre de logements à construire. Au niveau de Batié, si j'ai bonne mémoire, je crois qu'on devait avoir une dizaine de villas à construire, hein? Mais ce n'était pas facile. De nos jours, seulement quelques bâtiments sont toujours bien entretenus. La majeure partie de ces logements sont dans un état de dégradation avancé. Certains sont même déjà tombés. Une situation qui fend le cœur de ces personnes qui ont participé à l'œuvre populaire. Quand on regarde ces bâtiments aujourd'hui qui sont délaissés, moi j'avais la force, on n'allait pas vendre ces cités-là. L'État même devrait mettre sa main pour reconstruire ça, tous ceux qui sont gâtés, et puis arranger ça, donner en location. Pour la majeure partie de ces personnes qui ont vécu la période révolutionnaire, de tels travaux communautaires sont difficiles à réaliser de nos jours au Faso. Pour eux, l'individualisme et l'incivisme ont pris de l'ampleur au pays des hommes intègres, mettant à rude épreuve le patriotisme et l'esprit de sacrifice. 4 août 1983, 4 août 2020. 37 ans déjà, que d'années passées. Mais à la simple évocation de cette date du 4 août, voici ce que beaucoup de Burkinabés expriment. Une date historique, un tournant, bref, une page importante de la marche de notre pays. C'est le début de la vraie révolution au Burkina Faso. Ça nous rappelle beaucoup de choses, ça nous rappelle le capitaine Thomas Sankara. C'est une date historique pour notre pays. Il s'agit donc de Thomas Sankara. Cette date nous rappelle une figure historique. Eh bien, cette figure historique est là, Thomas Sankara. Le jeune capitaine qui accédait au pouvoir le 4 août 1983 allait impacter sa génération et bien au-delà. Une véritable icône qui inspire encore la jeunesse burkinabé et africaine. Thomas Sankara ne pouvait pas ne pas marquer l'esprit des populations. De son vivant, il a toujours travaillé pour la jeunesse. Par exemple, sous Sankara, que l'on soit riche ou pauvre, tous les élèves portaient la même tenue scolaire. Il n'y avait non plus de place pour les retardataires. Si aujourd'hui la jeunesse tout entière inspire de Thomas Sankara, c'est que ces idées positives peuvent permettre à la jeunesse d'évoluer. Si on va prendre l'exemple du Rwanda, le président Paul Kagame qui dit que lui, il n'a plus besoin de chercher un programme, il ne fait qu'appliquer ce que Sankara avait écrit ou commencé. Thomas Sankara, c'est une icône, j'allais dire, africaine. Ce n'est pas seulement une personnalité burkinabé, c'est également un modèle pour les Africains, compte tenu donc de l'ensemble de ses œuvres. Il a marqué l'Afrique. Quand il prend le discours, même dans les instances internationales, quand il parle, tu es fier. Quand tu écoutes le discours de Thomas, tu es fier d'être burkinabé. Fier d'être burkinabé, la jeunesse a son modèle. Un exemple de vie et d'engagement auquel s'identifient bon nombre de citoyens qui se réclament de ces idéaux. Malheureusement, au quotidien, très peu arrivent à se conformer aux valeurs prônées par le père de la révolution burkinabé. Tout le monde crie Thomas Sankara. Quelqu'un même peut porter un t-shirt de Thomas Sankara, mais il est capable d'aller brûler le feu. C'est des choses qu'on peut pas, c'est des choses qui ne vont pas ensemble. C'est-à-dire la valeur que Thomas Sankara prônait même ne se trouve pas dans la vie des gens. Tout ce qu'ils voient, c'est le nom Thomas Sankara. Mais comment Thomas Sankara vivait? Actuellement, ils ont donné le nom Thomas Sankara à l'université Ouaga 2. C'est bien de donner le nom. Mais qu'est-ce que nous faisons? Il faut que nous soyons l'exemple. Il faut que quand nous marchons, nos actions, les sachets, voilà l'université qui est pleine de sachets. On se réclame. Thomas Sankara, il est un et unique. Voilà, tu peux beau imiter Thomas Sankara avec des habits, des coiffures, bon, même le comportement. On ne va pas être sankariste du jour au lendemain. Les idées, les valeurs sankaristes, c'est tout un processus. Ça va prendre certainement un peu de temps, mais on y parviendra, j'en suis convaincu. Une chose est certaine, 37 ans après sa mort,
Thomas Sankara reste vivant dans la mémoire de la jeunesse. De Ouagadougou à Kigali, en passant par Addis Abeba et même au-delà du continent, les idéaux du père de la révolution burkinabé continuent d'impacter les esprits.